Donc, les consignes de ce webinaire, voilà, comme je vous ai déjà donné un certain nombre de consignes, mais il faut savoir que comme tous les webinaires, cette conférence elle sera enregistrée et disponible sur nos chaînes YouTube de l'ALEC Lyon et de la LTE 69. Donc, on va passer à la suivante. Le déroulement, on va présenter nos trois structures. On abordera pourquoi rénover son habitat avec un focus sur le bâti ancien. On verra de quoi on parle quand on parle de rénovation énergétique globale et performante. On aura un premier temps de questions-réponses. Il y aura un focus sur les matériaux biosourcés. On parlera aussi de confort d'été, parce que c'est vrai qu'historiquement, on avait beaucoup tendance à penser isolation pour l'hiver, et de plus en plus, on a des problématiques d'inconfort d'été. On verra aussi combien ça coûte, quelles aides peuvent être mobilisées. Bon, ça sera rapide. On vous renverra pour plus d'infos sur le webinaire qu'on a fait en début d'année, comment s'y prendre. Et puis, avec un nouveau temps de questions-réponses, on est ensemble pour une heure et quart. Et donc, on va essayer de tenir les délais. Donc, qui sommes-nous? Pour ce qui est de l'ALEC et de l'ALTE, donc on est deux associations au service de la transition énergétique avec chacune un territoire bien identifié. L'ALEC qui a aujourd'hui 36 salariés, qui est sur les 58 communes de la métropole de Lyon, ce qui représente 1 400 000 habitants, et la LTE qui est sur toutes les autres Comcom du Rhône. Voilà, sachant que pour les collègues d'Oikos, leur secteur d'intervention est même plus large que le département du Rhône, si je ne m'abuse. François nous en retouchera quelques mots. On est membre du réseau national France Rénov', donc c'est un réseau qui a eu plusieurs noms, qui a été connu sous le nom d'Espace Info Énergie, qui a été connu sous le nom de Réseau Fer. Aujourd'hui, c'est le réseau France Rénov', qui rassemble plusieurs centaines de structures partout en France, dans tous les départements, y compris les territoires d'outre-mer. Et c'est le seul réseau qui fait du conseil gratuit, indépendant et neutre sur la rénovation énergétique. Donc clairement, et on vous le redira certainement plusieurs fois dans le webinaire, si vous avez des questions, si vous avez un projet, contactez-nous d'abord. On a des conseillers énergie-climat qui sont là pour vous aider et on vous aidera à avoir un projet le plus vertueux possible et à pouvoir mobiliser les financements qui vous aideront à faire un projet de qualité. L'expertise, elle peut être technique, elle peut être financière, comme je l'ai dit, et évidemment, le but du jeu, c'est aussi de minimiser son impact environnemental. Les financeurs, donc pour ce qui est en tout cas de l'ALEC et de la LTE, vous les avez ici. Et puis François nous précisera quels financeurs ils ont du côté de l'association Oikos. On va passer à la suivante. Alors François, est-ce que tu veux toi-même te présenter? Et pour cela, il faudrait remettre ton micro. Tout à fait. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, OICO, c'est une association et un organisme de formation qui commence à dater un petit peu, puisqu'il a été créé en 1991. L'objectif de l'association, c'est de promouvoir une approche écologique du bâti, que ce soit dans la rénovation ou dans la construction neuve, par le biais de différentes actions, de sensibilisation, d'information pour les maîtres d'ouvrage aussi, de pouvoir les accompagner dans leur réflexion, les orienter vers des choix techniques adaptés par rapport à la typologie de leur projet, les mettre en relation éventuellement avec des professionnels de la conception ou de la réalisation. Et puis un volet formation aussi qu'on développe depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, avec des modules à destination des professionnels, notamment la formation ProPaille qu'on propose pour des architectes et les artisans, pour pouvoir proposer de l'isolation paille à leurs clients, privés comme publics. Et puis une formation longue de coordinateur ou de coordinatrice en rénovation énergétique biosourcée, qui permet à des personnes en reconversion professionnelle de pouvoir envisager des métiers liés à l'accompagnement de projets de rénovation, euh, avec des matériaux biosourcés principalement, et sur du bâti ancien, donc datant d'avant 1948. Voilà, donc on est basé à la Tour de Salvani. On est une petite équipe, on est un peu moins d'une dizaine de salariés. Et notre territoire d'intervention, c'est grosso modo l'approche région lyonnaise, mais avec des actions ponctuelles qui peuvent se dérouler sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire au niveau national, puisqu'on est référent du réseau français de la construction paille. Donc on est amené voilà, à côtoyer d'autres acteurs nationaux sur ces questions.
Et donc, au niveau des thèmes abordés, on est principalement autour des matériaux d'isolation biosourcée, la rénovation du bâti ancien, la maîtrise de l'énergie, la gestion économe de l'eau et les questions de santé dans le bâtiment aussi, notamment par rapport à la qualité de l'air intérieur, puisqu'on a développé un jeu qui s'appelle Dépolulaire, qui permet de sensibiliser à la fois le grand public, mais aussi les professionnels de la santé sur les questions liées à la pollution de l'air à l'intérieur. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous en dire un peu plus sur ce jeu. Et merci à la LTE et à l'ALEC de nous avoir invités à cette soirée. Merci François. Donc maintenant, je ne vous ai pas présenté Emilio, donc c'est un nouveau venu dans les webinaires et on est content de pouvoir compter sur lui ce soir. Et donc, Emilio va commencer à nous expliquer pourquoi rénover son habitat. Et pour les personnes qui ont levé la main sur l'option lever la main, si vous avez des questions, n'hésitez pas à plutôt à les poser dans questions-réponses. J'ai l'œil dessus et j'y répondrai. En tout cas, a priori, je pense que tout le monde nous entend, sinon on aurait déjà eu Mm. des remarques. Et voilà, on coupe systématiquement les caméras et les micros des spectateurs pour éviter justement d'avoir un son de mauvaise qualité. Donc voilà, l'onglet questions-réponses, il est fait pour ça. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Emilio Charra, conseiller d'habitat privé, Habitat Énergie ici à la LT 69. Merci François, merci Sylvain. Et du coup, pourquoi rénover son habitat? C'est une question qu'on essaye de répondre dans le quotidien de notre travail ici comme conseiller, parce qu'il y a pas mal de demandes particulières, notamment. Et du coup, les pourquoi, c'est vraiment important de les comprendre, de les assimiler pour avancer sur la rénovation énergétique performante. Et, et les pourquoi, les basiques au moins que vous voyez là sur le diapo, mais on va développer un peu plus. Et du coup, on essaye de contribuer à la neutralité carbone qu'on, euh, qui s'est déjà un peu pactée depuis quelques années. Et du coup, 2020, et après, on va voir 2030, 2050 avec différents objectifs. Mais dans le général, c'est de réduire les consommations énergétiques au moins 75%, du coup de diviser par 4 les consommations qu'on a aujourd'hui. Et dans toutes ces démarches-là, ça rentre aussi devenir l'habitation de gens plus confortable et plus saine aussi. Du coup, quand on parle de rénovation performante, et un des pourquoi très important aussi, c'est parce qu'on trouve aussi pas mal de logements qui ne sont pas en bonne qualité, et en bonne qualité de l'air, en bonne qualité de sensations à l'intérieur de logement. Et du coup, tout ça, ça touche aussi la partie énergétique et consommation d'énergie. Et c'est pour ça qu'on parle toujours d'un logement aussi sain à part de bien isolé. Et après, il y a des choses un peu secondaires qui peuvent arriver aussi. On fait un apport aussi à l'esthétique du bâtiment. Quand on fait une rénovation, on essaye aussi de traiter des pathologies qu'on voit souvent sur les façades et aussi sur les intérieurs. Et du coup, avec un logement plus sain et bien isolé, on arrive à éviter tous ces types de pathologies, des pathologies qu'on va voir aussi un peu sur ces webinaires, pas très en profondeur, mais quelques petits tips à avoir en compte. Et aussi, avec la rénovation, on arrive à mettre en valeur les biens immobiliers. Ça veut dire avec un bâtiment qui est bien isolé, il est plus performant, il gagne un peu de valeur. Ça, c'est déjà une chose que, avec les étiquettes énergétiques qu'on a aujourd'hui, on peut les identifier facilement quand un bâtiment, un logement, il y a un peu plus de valeur ou pas. Et les cadres légaux qu'on va les voir à la fin de cette première partie. Du coup, là, quand on parlait de confort et de sensations à l'intérieur, il y a les fameuses sensations de parois froides. Et du coup, à ces moments-là, c'est qu'on commence à consommer un peu plus d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on sent un peu de froid quand on touche les murs, quand on est à l'intérieur. Et du coup, les premières
reflet, c'est de monter la température de notre chauffage. Et c'est là qu'on commence avec les cycles sans fin de consommation. Et du coup, à cette sensation-là, on peut la beaucoup améliorer et même arrêter avec des murs et bon, des logements en général bien isolés. Et du coup, là, vous voyez un peu la différence qu'on peut arriver à faire. Et quand on parle de température de 19 degrés, on arrive à la température de confort et c'est là qu'on commence à baisser les consommations. Et un autre grand pourquoi, c'est bien sûr les économies de logement. Et du coup, quand on touche les économies de logement avec les tarifs d'électricité ou de tous les énergies qu'on utilise aujourd'hui pour notre chauffage et pour faire fonctionner notre maison, et on arrive à avoir un graphique comme ça. Et du coup, on voit bien les fluctuations qu'on peut avoir de toutes les énergies en général. Il y a quelques-uns qui sont plus stables, mais qui à certains moments, ils sont eux aussi des fluctuations, parce qu'il peut intervenir aussi des facteurs politiques, on le sait bien. Et là, on voit la facture d'électricité qui peut monter tous les ans, entre 3 et 4% tous les ans. Et du coup, on arrive encore à trouver des maisons qui sont 100% en électrique, du coup qui chauffent toute la maison en électrique. Et dans ce sens-là, si on n'a pas une maison bien isolée, et on va avoir des factures d'électricité vraiment énormes. Après, on a des autres énergies qu'on commence déjà à les laisser de côté, et comme le fuel, comme le propane. Et- mais il y a des autres qui sont beaucoup moins polluants et aussi plus économiques comme les bois, par exemple. Mais dans tout ça, on ne va pas rentrer sur les détails parce qu'on parle toujours aussi que c'est important de penser à différents types d'énergie en dépendant de la situation de chaque logement. Du coup, il faut voir d'abord la situation à chaque cas. On ne va pas dire maintenant qu'il faut utiliser que cette énergie en particulier parce que c'est moins polluant ou plus économique. Du coup, il faut évaluer plusieurs facteurs. Et quand on parlait de la valeur du logement avec une rénovation, on peut y arriver à une bonne rénovation performance, à mettre un logement en classe énergétique A ou B. Ça veut dire qu'on est dans les meilleurs et que dans ce sens-là, on peut monter la valeur d'un bien jusqu'à un 16%. Du coup, ça, c'est une, une information avec une source qualifiée. Du coup, c'était fait par le Conseil supérieur du notariat. Du coup, on parle des chiffres qui sont réels et dans l'offre de logement. Et du coup, là, on arrive à avoir déjà quelques arguments pour penser à la rénovation énergétique qui sont très importants. Et dans ces cas-là, sur ces diapos, on voit bien un peu les parcours qu'on a déjà commencé à faire. Quand je dis on, c'est en général tout le monde avec la rénovation énergétique. Et depuis 2022, ils ont commencé un peu les changements, les exigences, déjà pour mettre en location un bien. Et ils commencent à avoir des interdictions. Ça veut dire aujourd'hui, on ne peut pas louer un appartement, par exemple, et qui est classé en étiquette énergétique G, du coup, qui c'est un passoire énergétique. Et du coup, ça, il y a un autre argument pour les propriétaires bailleurs déjà, et pour la possibilité de vendre en bien aussi. Du coup, il y a tout déjà jusqu'à 2050 à différentes étapes et des différentes échéances de comment il faut avancer avec la rénovation énergétique performante. Et dans ces cas-là, on voit déjà qu'on est au milieu, on est en 2025, on commence déjà avec l'interdiction et de la location en G. Et 2028, on a du coup d'ici 3 ans, on a déjà une autre échéance. Ça veut dire qu'il y a déjà une, une importance à rénover le logement. Et je passe la parole parce que justement sur cette partie-là, avant de passer à analyser de comment faire une rénovation et tout ça,
et faire justement les focus bâti ancienne avec notre invité François. Et comme ça, on peut après donner une idée plus globale et pour tous les cas, soit logement un peu neuf, mais dans ce cas-là, on va faire les focus. François, ton micro. Désolé, j'ai oublié le micro. Effectivement, donc la rénovation énergétique concerne un parc de logements et de bâtiments plus généralement qui est assez vaste, parmi lesquels on trouve des bâtiments qui ont été construits avant les années 1950, donc qui datent des siècles précédents. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que au final, les matériaux industrialisés qu'on a utilisés après-guerre sont assez récents au regard de l'histoire générale du bâtiment, on va dire. Il a fallu construire énormément de logements après-guerre avec des techniques et des matériaux qui puissent être reproductibles sur l'ensemble du territoire, d'où l'utilisation massive du béton de ciment, du béton armé, puis des parpaings de ciment, qui ne nécessitaient pas d'avoir une approche spécifique comme on pouvait l'avoir avec des matériaux plus locaux. Avant l'industrialisation du secteur du bâtiment, on avait plutôt tendance à construire avec ce qu'on avait sur place, donc à valoriser des matériaux vernaculaires, locaux. Sur la région lyonnaise, j'en parlerai après, mais on a essentiellement du bâti en pisé, en pierre, en pisé de mâche-fer aussi. Je présenterai un peu les matériaux après. Donc au final, bah voilà, il y a tout ce patrimoine bâti ancien qui ne fonctionne pas exactement de la même manière que du bâti plus récent. Donc là, vous avez quelques photos de bâtiments sur la région, sur Lyon, quoi. Donc sur les quais de Saône pour la photo de gauche. Euh, et je ne sais plus quelle rue à droite, mais c'était à la Croix-Rousse, il me semble. Euh, donc voilà, Lyon est vraiment réputé pour son patrimoine en pisé. Donc pour resituer, le pisé, c'est une technique qui consiste à tasser de la terre dans un coffrage, à l'origine en bois, et de monter progressivement ces coffrages quand on a réalisé les banchets inférieurs. Donc on a des murs qui sont très épais, en général 50 cm. Ils sont plus épais en rez-de-chaussée que quand on monte dans les étages. En général, on a une diminution de l'épaisseur plus on monte dans les étages. Ce pisé est construit sur un soubassement, en général un soubassement en pierre qui peut être, en fonction de la pierre qu'on avait sur place, de différentes pierres. Quand on va dans la Drôme, on a plutôt des galets. Pareil, en Isère, on a des coins où c'est plutôt des galets qui sont utilisés pour ce soubassement. Parce que le pisé est très résistant à la compression, c'est-à-dire qu'il résiste bien aux forces qui s'exercent sur lui, notamment le poids des étages et le poids de la toiture. Mais il est très vulnérable à l'eau liquide. C'est-à-dire que dès qu'il est en contact avec de l'eau liquide, notamment quand il est posé, qui repose sur le sol directement, l'eau du sol va remonter par capillarité dans le pisé et le transformer en boue tôt ou tard. Et cette boue, ensuite, ne va pas être en capacité de résister aux forces qui s'exercent sur elle. Donc, on peut avoir des désordres qui se font sur ce genre de mur. Euh, voilà, donc là, c'est un petit schéma pour montrer un petit peu le principe de fonctionnement. Vous avez un soubassement donc en pierre en général, sur lequel on construit en pisé. Dans un fonctionnement normal, vous avez les flèches en bleu qui représentent les remontées capillaires donc de l'eau du sol vers l'extérieur et vers le mur. Donc il y a une partie de cette eau liquide qui va s'évaporer au contact du sol à l'extérieur et à l'intérieur, et une partie qui va remonter dans le mur et qui va finir par s'évaporer, là aussi en contact avec l'air extérieur et intérieur, de manière à ce que l'humidité ne reste pas à l'intérieur de la paroi. Euh, les flèches en rouge, vous avez la pression de vapeur d'eau qui s'exerce par les activités qu'on peut avoir à l'intérieur de la pièce, par la respiration notamment, ou par la cuisson des aliments, par les activités liées à l'usage de la salle de bain notamment. Donc ça, c'est le fonctionnement classique de ce type de mur, avec un fonctionnement, une évaporation de la vapeur d'eau qui se fait naturellement.
Là où ça commence à poser problème, c'est quand on applique des solutions techniques de rénovation qui fonctionnent bien pour d'autres types de bâtiments, hein, en béton de ciment notamment, mais qui ont tendance à bloquer l'humidité à l'intérieur de la paroi et à fragiliser ensuite le pisé qui se trouve, enfin, qui constitue cette paroi. Donc là, en l'occurrence, vous avez un cas un peu extrême, caricatural, où on a des sols extérieurs et intérieurs qui sont complètement étanches avec un trottoir, mettons, qui serait du côté extérieur, et puis une dalle en béton de ciment du côté intérieur avec un film polyane bien étanche. Des enduits ciment aussi qu'on retrouve très fréquemment sur ce type de bâti. Le ciment étant un matériau qui n'est pas très perméable à la vapeur d'eau. Du coup, il a tendance à bloquer l'eau liquide dans la paroi et éviter et empêcher son évaporation. Et pareil, du côté intérieur, quand vous avez des matériaux d'isolation étanches, du type polystyrène, polyuréthane, laine minérale avec des films par vapeur, vous avez tendance à concentrer la vapeur d'eau qui est émise dans ces pièces au niveau de la jonction entre le mur et le plafond. Donc parfois, on peut avoir de la vapeur d'eau qui vient se condenser à l'intérieur du mur et qui entraîne un pourrissement des nez de poutres qui viennent, enfin, qui sont ancrés dans le mur. Donc ça peut aussi créer des désordres importants si on ne prend pas garde aux solutions techniques qui sont mises en œuvre. La prochaine diapo, s'il te plaît. Merci. Donc le pisé, bon, c'est une technique qui a été utilisée sur la région lyonnaise, grosso modo entre le XIIIe siècle et 1950, un peu avant même. Sur le même modèle, en région lyonnaise et plus généralement sur des bassins qui avaient une industrie sidérurgique, on a aussi ce qu'on appelle le béton de mâche-fer. Donc, grosso modo, c'est la même technique. En fait, vous avez des coffrages dans lesquels on vient couler un béton qui, lui, est composé de mâche-fer. Donc, le mâche-fer, c'est un matériau qui est issu de la combustion du charbon qui était utilisé pour l'industrie sidérurgique. Ces résidus de combustion ont un caractère assez poreux qui font penser un peu à de la pousse de l'âne, une roche volcanique. Et ce mâche-fer est mélangé avec d'autres éléments comme de la chaux, du sable, éventuellement du ciment, et permettait de produire un béton de mâche-fer qui était mis en œuvre sur des épaisseurs similaires à celles du pisé. Donc là, sur la photo, vous voyez bien les différentes banchées. Il y a différentes lignes qui représentent les coffrages qui ont été montés progressivement sur les couches inférieures jusqu'à atteindre la partie supérieure du bâtiment. Donc ça, c'est la technique banchée, mais vous aviez aussi des briques de mâche-fer qui étaient produites dans des ateliers et qui permettaient de construire des cloisons, voire des murs extérieurs, mais sur des épaisseurs beaucoup plus faibles. Donc là, sur ce matériau, on est aussi un peu sur les mêmes problématiques en termes de remontée d'humidité par capillarité notamment, bien que le mâche-fer, lorsqu'il est imbibé d'eau, entre guillemets, va pas se déliter et se retransformer en matériau, en vrac, en fait. Hein. Le mur est quand même plus stable par rapport à ça. Euh, voilà. Sylvain. Alors, juste avant de laisser la parole, peut-être voilà, dire deux mots par rapport à ce patrimoine. Euh, on n'est pas forcément, enfin, si, disons qu'on est contraint par le fonctionnement de ces parois. Donc, on va éviter de venir bloquer l'humidité qui se trouve à l'interface entre le sol et le soubassement. Par contre, plus on monte dans les étages, moins on a cette problématique de gestion des remontées capillaires, parce que ça concerne au final les premières dizaines de centimètres à partir du bas du mur. Donc c'est vraiment ça qu'il faut traiter avec un œil avisé. Mais voilà, on peut tout à fait envisager des rénovations intelligentes avec des matériaux adaptés, notamment les matériaux biosourcés dont je parlerai tout à l'heure. Merci François. Et du coup, pour la rénovation énergétique globale et performante, de quoi on parle quand on parle de rénovation globale et performante? Parce que c'est pas la
C'est pas la même chose que dire seulement une rénovation. Et du coup, la rénovation performance, c'est avec ces démarches-là de rénovation qu'on peut arriver à notre objectif des bases de consommation avec des pourcentages un peu importants, comme on avait dit tout à l'heure. Et dans ce cas-là, avec ces petites images, on peut caricaturiser aussi un peu la situation d'une maison pas du tout isolée et où on a des gros problèmes à l'intérieur de notre logement. Et on est obligé de mettre de grands systèmes de chauffage on l'arrête pas et parce qu'on a un besoin énorme. Et dans ces cas-là, c'est là qu'on consomme à peu près 1200 kWh par mètre carré par an. Et au niveau des factures d'électricité, c'est énorme. Et c'est là qu'on parlait tout à l'heure de différentes étiquettes, qu'on trouve les logements qui sont classés F ou G et qui sont en train de perdre sa valeur aussi et qui posent des problèmes aux ménages aujourd'hui. Et c'est pour ça, c'est ces gisements qu'on essaie d'encourager les gens d'avoir pour y aller à la rénovation performante, pour justement faire les changements nécessaires et avoir cette maison qui va consommer à peu près 50 kWh par mètre carré par an. Et pour envisager justement une maison étiquette A ou B et qui va donner, à part le confort, une base importante de consommation. Et comment on peut y arriver à faire ça avec cette petite fiche très simple mais très très fort en message. On peut voir qu'il y a six travaux un peu fondamentaux pour y arriver à faire ça. Et du coup, de travaux d'isolation notamment comme l'isolation de plancher bas, et ça peut beaucoup changer, les types de techniques, les types de matériaux qu'on utilise en dépendant de la situation de ces planchers bas, s'il y a un sous-sol, s'il y a une cave, et s'il y a un vide sanitaire, aussi il est en terre-plein, ou si le projet il va inclure, par exemple, un plancher chauffant. Du coup, il y a plusieurs manières d'isoler ces planchers bas, mais c'est pertinent de le mettre en la réflexion, même s'il est en terre plane, parfois il y a des possibilités encore de faire des travaux et avoir un plancher bas isolé. Et bien sûr, l'isolation des murs. Et c'est en grande surface qu'il est exposé à la déperdition. Et du coup, l'isolation des murs, on va voir plus en avance plus tard les différentes manières, soit une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur lesquels c'est la plus performant ou lesquels c'est la plus pertinent pour certains projets. Mais il y a toujours une manière de les isoler. L'isolation de toit où on trouve la majeure partie de déperdition parce que c'est la partie la plus exposée. Et au niveau de confort d'été aussi, on va faire un point plus tard aussi par rapport au confort d'été. Mais la toiture, c'est un des postes de travaux d'isolation aussi importants. Et comme dernier poste d'isolation, on peut considérer aussi la menuiserie. Et du coup, il faut penser à des éléments, à des fenêtres en double vitrage étanches, performants, pour inclure sur un projet de rénovation performant. Et spécialement un point de vigilance sur la pose, à part de la qualité et la performance de la fenêtre qui vient d'une usine et il y a les travaux après de rénovation au moment de faire la dépose et la pose, du coup, plutôt euh, cibler la dépose totale pour une repose de fenêtre tout neuf avec des cadres neufs qui viennent à faire l'étanchéité entre l'interface des murs et fenêtres et, et éviter justement la dépose partielle en rénovation, du coup, de laisser les cadres anciens et reposer une fenêtre, mais qu'on ne va pas avoir cette possibilité de bien gérer l'étanchéité, pardon. Et un cinquième point, c'est la ventilation pour plusieurs facteurs. Il y a la ventilation obligatoire et standard pour des questions de santé, comme on connaît, comme on voit sur presque la totalité des logements au moins de ces dernières 20-30 années, encore plus.
Mais pour une rénovation performante, il faut envisager une ventilation aussi plus performante qu'un simple flux. Du coup, penser en ventilation double flux dans les possibilités qui fait un échange d'air, un changement d'air intérieur plus efficace et aussi qui garde une part de calories qu'on a déjà générées à l'intérieur de notre maison. Ça veut dire que ça, on peut le traduire comme une base de consommation aussi. Pourquoi? Parce que si on garde quelques calories à l'intérieur, qui bien sûr sont filtrées par cette VMC de flux, et pour avoir toujours une qualité d'air saine, et on va avoir encore moins de besoin de chauffer notre logement. Du coup, ça, c'est un point important aussi. Et bien sûr, en partie importante de la consommation, c'est notre chauffage et notre production d'eau chaude sanitaire. Et du coup, ce sont 12 systèmes en plus ou parfois un seul système qui fait les 12 points, les 12 travail. Et de les considérer aussi et de faire un changement pour un système plus performant et qui va être plus adapté à une maison déjà avec les autres 5 points aussi étudiés pour ces projets-là. Ça veut dire que le chauffage aussi va changer. On va besoin moins de puissance de chauffage avec une maison isolée que si on essaye de chauffer un logement qui n'est pas du tout isolé. Et il y a trois points supplémentaires à traiter pour arriver à cette performance. Et, et tout à l'heure, François, il a déjà parlé un peu sur la migration de vapeur d'eau, et que ça évite pas mal de problèmes au niveau de la pérennité du bâtiment et aussi de la qualité d'air intérieur, parce qu'on évite comme ça les moisissures, les condensations qu'on peut avoir entre, entre l'isolation et les murs existants. Et du coup, il y a un travail à faire dès le choix d'isolant qui va être sur un certain matériau des murs existants. Du coup, les choix d'isolant, il peut être différent dans ce cas-là. Et, et à l'installation, à la pose d'une membrane frein vapeur dans les cas nécessaires pour éviter justement ces migrations de vapeur d'eau, de la gérer, d'arriver à la gérer, éviter les points de condensation. L'étanchéité à l'air aussi qui va apporter à tout ça, il va apporter plutôt à des partitions qu'on peut avoir encore au niveau de l'intérieur de notre logement. Du coup, un espace déjà chauffé et avec une bonne étanchéité, on évite d'avoir, pour exemple, des courants d'air qui fait baisser l'efficacité de notre chauffage et de notre isolation. Et pour ça aussi, ça rentre comme point important le traitement des ponts thermiques. On va faire un point plus tard sur les ponts thermiques parce que ça, c'est une chose à bien prendre en compte au moment de décider le type de technique d'isolation on va utiliser. Et, et justement, pour arriver à des bonnes décisions, il faut prendre en compte aussi un bon parcours, le parcours le plus correct pour faire les choses dans le bon ordre. Ça veut dire commencer par l'isolation pour arriver à que notre logement il soit beaucoup plus confortable et moins consommateur. Et parce qu'on ne va pas penser à un chauffage avant d'avoir isolé notre maison, parce qu'on va penser à notre chauffage avec une maison moins consommatrice. Et du coup, on va partir comme priorité au niveau du bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment au niveau d'isolation? Là, c'est à ce moment-là qu'on commence à penser au confort d'été aussi. Du coup, ça veut dire que le choix de l'isolant et les techniques qu'on va utiliser pour isoler aussi, c'est pas seulement pour l'hiver, du coup, il faut penser au confort d'été en même temps. Et parce qu'on va faire avec les mêmes travaux, et on va y arriver à avoir une performance pendant toute l'année et pas seulement pour l'hiver. Et comme douzième priorité, justement le système qu'on a évoqué, la ventilation et le système de chauffage qui va être déjà adapté à cette isolation. Et finalement, produire du coup l'installation de production d'énergie renouvelable dans notre bâtiment, notamment les panneaux photovoltaïques sur notre toit, par exemple.
Et du coup, avec ça, on peut y arriver déjà à avoir vraiment presque pas de besoin d'énergie à part qu'on arrive à produire avec notre panneau ou bien sûr on va être toujours connecté au réseau, mais avec très peu de besoins énergétiques. Et pour information pour les participants, normalement, au deuxième semestre, on devrait avoir un webinaire spécialement sur les énergies renouvelables. Donc, on devrait traiter du solaire thermique, photovoltaïque, du bois et avec en plus les pompes à chaleur. Voilà, donc Tout à ça, fait. vous aurez l'information aussi. Du coup, Je te propose d'accélérer un tout petit peu pour qu'on tienne dans les délais ça marche, et pas de comme on souci. a déjà des questions qui s'accumulent dans le... Ok, merci pour ce point, Sylvain. Et du coup, à part de tout ça qu'on vient d'évoquer par rapport à notre objectif de performance énergétique, il va être très important d'avoir une coordination pour tout ça. Ça veut dire bien gérer toutes les interfaces d'isolation, d'étanchéité, de traitement de ponts thermiques, de une bonne ventilation et bon chauffage, très bien coordonné. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de penser à tous ces types de choses, toutes les problématiques qu'on peut avoir sur un chantier de rénovation énergétique. Et, et dans le même sens qu'on parle de global pour traiter tous ces types de choses. Et du coup, une bonne coordination, il va éviter qu'après, avec le temps, on peut avoir des infiltrations d'air, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire, par exemple, au niveau de la pose des fenêtres, il faut être en même temps avec l'isolation qu'on fait, soit par l'intérieur ou par l'extérieur, d'être d'accord avec les artisans qui interviennent à ce moment-là. Et, et pour exemple, ici, on voit déjà un petit exemple au niveau de différents types d'isolation pour éviter les ponts thermiques. Et une isolation par l'intérieur, il va beaucoup nous aider dans tous les cas. Mais s'il y a la possibilité de faire une isolation par l'extérieur, on arrive à éviter presque toutes les possibilités de ponts thermiques qu'on peut avoir sur un mur, parce qu'on évite que le plancher qui va traverser toute la surface de la maison, il est en contact avec l'extérieur. Et la même chose avec les fenêtres, par exemple. Il y a des ponts thermiques à gérer au moment de la pose. Et il faut bien choisir où on va poser les fenêtres. Ça veut dire en relation avec notre isolation, si c'est une isolation par l'extérieur, penser à la pose vers l'extérieur, ça veut dire un mur extérieur. Et pour éviter les traitements qu'on peut avoir, les ponts thermiques qu'on peut avoir sur les tableaux de fenêtres. Et sur l'image au milieu, on a le cas d'une fenêtre posée en tunnel et, et vous voyez là les retours qu'on fait au niveau de tableau de fenêtre pour éviter le pont thermique justement. L'étanchéité qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs manières de la traiter aussi. Et si c'est une isolation par l'intérieur, que c'est plutôt le cas des images qu'on voit dans ce cas-là, il y a des membranes frein vapeur qui nous aident à faire cette étanchéité. Du coup, il y a toutes ces parties de coordination qu'on a évoquées tout à l'heure, très important à gérer et à être très, très rigoureux sur ce type de travaux avec les bons éléments qui étaient déjà créés pour ça, justement. Il y a plusieurs endroits où on peut traiter l'étanchéité à part de fenêtres. Il y a tous les passages de réseaux électriques, de plomberie, etc. Et qu'il va falloir qu'on traite avec les éléments pertinents pour ça. Et pour la ventilation, justement, qu'on avait parlé tout à l'heure, il faut penser à un BMC double flux qui va faire un bon apport à cette qualité d'air intérieur déjà et de pas perdre notre énergie qu'on a déjà créée à l'intérieur, notre calorie. Et du coup, je ne vais pas trop approfondir parce que sinon on va être un peu juste de temps, parce que c'est un sujet bien particulier. Mais bon, l'avantage de BMCW Food, c'est justement qu'on va éviter d'avoir de rentrée d'air sur plusieurs endroits de la maison et il va rentrer de l'air froid tout le temps, de manière permanente. Et,
et qu'on va les jeter par les extractions qu'on a dans la salle de bain ou la cuisine. Et dans un BMCW, on a qu'une seule rentrée et qu'après, il va passer sur une machine, sur un échangeur d'air qui va faire le travail de bien distribuer l'air sain pour toute la maison. Et il va faire les extractions dans les endroits pertinents pour les retraiter et faire une circulation d'air permanente avec une seule entrée et une seule sortie. Et comme ça, on évite pas mal de déparitions. Pour notre système de chauffage et eau chaude sanitaire, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs types d'énergie possibles. Et donc, on parlait de l'électricité tout à l'heure, du gaz, du bois. Et pour tout ça aussi, il va falloir évaluer le projet de manière complète et savoir c'est lequel le système de chauffage le plus pertinent après d'avoir passé pour la réflexion des travaux d'isolation. Mais déjà, sur la première partie de cette présentation, quand on parlait des différents types d'énergie, on arrivait à voir que l'énergie bois, ça reste un peu moins cher que le reste et plutôt stable. Mais bon, on va pas prendre trop de temps pour notre système de chauffage. Mais il faut envisager de la même manière d'une isolation performante, il faut envisager de systèmes de chauffage et eau chaude sanitaire performants et qui vont être adaptés à chaque situation. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses et je vais vous lire les questions principales. Donc, Christophe nous dit, j'ai une maison en pisé, j'aimerais savoir s'il faut isoler ou non et comment, et ce qui est éligible aux aides. Donc, je propose qu'au moins sur la première partie, ce soit François qui réponde, et puis peut-être que sur les aides, Emilio complétera. Réponse rapide, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, l'isolation du pisé, bon, c'est un sujet qui divise un peu en fonction des chapelles. Euh, donc, il y a certaines personnes qui vous diront que le pisé est très agréable à vivre sans avoir d'isolation particulière. Et puis d'autres qui diront que non, ça s'isole comme n'importe quel autre bâti. Alors moi, j'aurais tendance à peut être entre les deux. C'est vrai que si on n'isole pas du tout un bâtiment pisé, quand on parle des murs, hein, parce qu'après la toiture, peu importe que ce soit du pisé ou du béton, on est sur les mêmes problématiques. Euh, Disons qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'emplacement du bâtiment, est-ce qu'il y a un potentiel d'ensoleillement des façades au sud? Auquel cas, on pourra préchauffer l'air ambiant par des baies vitrées qui soient adaptées. Est-ce que l'étanchéité à l'air du bâtiment a été gérée? Parce que si vous avez des courants d'air qui circulent en permanence, bah, vous allez être vraiment inconfortable et l'isolation de la paroi ne sera pas forcément l'unique réponse. Donc, on peut isoler du pisé, il n'y a pas de souci, il y a des techniques, des matériaux. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les bas de mur. Voilà, de faire un état des lieux précis par rapport à des désordres éventuels qui pourraient exister sur ce bâti, en termes de remontée capillaire notamment, mais aussi en termes structurels. Parfois, on peut avoir des bâtiments anciens qui nécessitent des travaux de consolidation pour éviter que les murs partent à brève échéance. Donc, pour revenir sur l'isolation, oui, on peut isoler par l'extérieur, par l'intérieur. Il y a tout un tas de choses possibles. Dans la deuxième partie de la conférence, je présenterai quelques matériaux et quelques photos de mise en œuvre. Le tout, c'est de bien se faire accompagner, de ne pas se lancer bille en tête en pensant qu'on a une solution adaptée à son cas de figure. Parce que souvent, quand on part sur ce type d'approche, on le regrette tôt ou tard. Et il vaut mieux avoir une approche un peu plus posée au départ, de faire un état des lieux qui soit vraiment complet pour bien cerner les problématiques en place et puis de se lancer ensuite sur des scénarios qui soient adaptés. En tout cas, on n'y met pas d'isolant étanche comme du polystyrène, ça c'est une certitude. Voilà, alors après, tout ce qui est isolant étanche, c'est à proscrire, en tout cas dans les parties basses du mur. Ça, c'est vraiment un facteur de dégradation reconnu aujourd'hui. Mais sans parler d'isolation, il faut aussi avoir une approche par rapport aux différents matériaux qui ont pu être mis en place sur du pisé ou des pierres au fil des rénovations, euh, notamment dans les années 60, 70, 80. On a mis en œuvre des enduits de façade qui étaient composés de ciment très épais,
qui sont complètement étanches aussi par rapport à la vapeur d'eau. Donc il y a une approche aussi à avoir face à ces matériaux qui recouvrent le pisé, avec différentes solutions, soit un enlèvement total de l'enduit, soit d'enlever l'enduit sur une épaisseur, enfin sur une hauteur de 80 cm à 1 mètre à partir du bas du mur, de manière à créer un bandeau d'évaporation pour l'humidité qui serait en excès à l'intérieur du soubassement. Enfin voilà, il y a plein de solutions techniques. Après, c'est un peu délicat comme ça sur un webinaire Ok. de- Donc les gens n'hésitent pas à contacter Oricos pour plus d'informations techniques sur le Voilà, alors sujet. soit Wiko, soit d'autres structures, on pourra vous mettre en relation avec des professionnels qui sont spécialisés sur ces questions. Ok, merci François. Est-ce que du coup, Emilio, tu veux compléter sur la partie aide financière? Oui, sur la partie financière, oui, un des conditions pour avoir le droit au CET, des aides financiers, c'est justement un bâtiment qui date d'au moins 15 ans d'ancienneté, mais pour l'autre côté, il y a, entre guillemets, il n'y a pas de limite d'ancienneté du bâtiment. Ça veut dire qu'un bâtiment en pissé, en pierre, en mâche-fer, qui sont toujours avant des années 50. Et il n'y a pas de souci pour les aides financiers. Il y a seulement qu'il faut être un bâtiment destiné à l'habitation. C'est les seules conditions dans ce sens-là. On ne peut pas, par exemple, avoir des aides financiers pour transformer une vieille ferme en pissé en pierre en habitation performant isolée. Et il doit être déjà déclaré comme bâtiment d'habitation. Ouais, il ne faut Donc, pas qu'il y ait un changement de destination du bâtiment. exactement. Alors, il y a Jérôme qui nous demande pour l'isolation extérieure, est-ce qu'il y a une différence de résultat du R, donc la résistance thermique, et de l'épaisseur d'isolant avec une rénovation globale ou une rénovation poste par poste? La différence de R, on arrive à le faire avec les types de matériaux et avec l'épaisseur plutôt. Et bien sûr que le résultat global de performance de isolation, il va être beaucoup mieux si on fait la totalité. Et, et dans tous les cas, si on le fait par l'extérieur, on va avoir davantage de résultats à ce sens-là. Si on arrive à le faire par l'extérieur, justement pour tous les ponts thermiques que j'ai évoqués tout à l'heure, et c'est un des facteurs. Mais dans tous les cas, quand on parle de résistance, on parle de résistance thermique pour les matériaux avec son épaisseur déterminée. Du coup, si on fait une isolation des murs de 15 cm d'épaisseur, que c'est un peu, c'est le minimum pour avoir les 3,7 de résistance thermique attendue. Si on fait 20, on va gagner encore un peu plus de résistance. Et la même chose pour les toits et pour le reste des parois. Ok. Et du coup, pour un mur en mâche-fer, qu'est-ce que vous conseilleriez comme type d'isolant, que ce soit en isolation extérieure ou intérieure? Et François, je te laisse. Oui. Donc, bah, pour le mâche-fer, on est un peu sur les mêmes problématiques que pour la pierre ou le pisé de terre. Disons qu'il y a plusieurs approches. Soit vous habitez déjà dans le logement, auquel cas ça sera plus contraignant pour vous d'accueillir des artisans qui viendront faire une isolation par l'intérieur, parce il y a aussi ça à avoir, hein, la vie au quotidien. Voilà, c'est pas forcément toujours évident d'accueillir des travaux. Disons que les deux sont possibles. Comme disait Emilio, le fait d'isoler par l'extérieur va limiter au maximum les déperditions par les ponts thermiques. Donc ça, voilà, c'est vraiment un atout. Ça permet aussi de conserver la maçonnerie du côté intérieur, dans l'hypothèse où vous auriez une maçonnerie, pas nue, hein, c'est jamais nu, mais avec un enduit plâtre ou chaud, par exemple. Et le fait d'avoir cette masse de maçonnerie du côté intérieur, ça vous permettra d'être beaucoup plus confortable en termes de confort d'été, notamment. Parce que comme il s'était évoqué tout à l'heure, le confort, la température ressentie dans la pièce, globalement, c'est la moyenne de la température de l'air et de la température des parois. Donc, si vous avez des parois qui se réchauffent très rapidement à température ambiante, comme c'est le cas avec des plaques de plâtre, par exemple, ou du lambris, bah, vous aurez une sensation de chaud prononcée. L'avantage du pisé ou du mâche-fer ou de la pierre, c'est qu'elle ne se réchauffe pas à température ambiante très rapidement. En fait, il y a toujours une différence de température entre la paroi et l'air, ce qui crée le confort, enfin le ressenti de fraîcheur. Donc Ok. par l'extérieur, plutôt mieux. Après, il y a un aspect coût aussi. On ne peut pas forcément tous investir dans des isolations par l'extérieur en fibre de bois dense, ce qui se fait de mieux. Le son est un peu moins bon là, François. Je ne sais pas si tu as Ah, fait vous quelque chose. m'entendez mieux là, hein?
Ouais, là, ça va mieux. Ouais. Non, je disais que on peut pas, enfin, tout le monde n'a pas forcément le budget pour réaliser les travaux d'isolation par l'extérieur avec des panneaux rigides de fibre de bois, même si c'est, de mon point de vue, la solution la plus intéressante aujourd'hui. Parfois, on est obligé de faire des compromis, soit en choisissant des matériaux qui soient un petit peu moins bons que la fibre de bois dense, soit en isolant par l'intérieur, avec l'aspect pont thermique qui est lié à ce genre d'intervention. Alors Donc, il justement, y a pas de- on va rebondir. Est-ce que sur du pisé, une ITE en laine de roche est indiquée ou pas? Alors, c'est pas forcément la solution que je choisirais en priorité. Voilà. Euh, Disons que ça serait un compromis entre du polystyrène et de la fibre de bois. Ça serait une solution intermédiaire en termes de performance, en termes de coût. L'avantage de la laine de roche, c'est qu'elle permet quand même un bon déphasage. Le déphasage, en fait, c'est le temps que la chaleur met pour traverser le matériau d'isolation avant d'arriver sur la paroi. Donc la laine de roche est plutôt pas mal. Elle est un petit peu moins bonne que la fibre de bois, mais elle est nettement meilleure que le polystyrène. Donc Ok. pourquoi pas, mais en prenant en compte tous les aspects liés aux problématiques d'humidité dans les parties basses du mur et de ne pas s'amuser à mettre ce genre de solution pour bloquer de l'humidité à l'intérieur, quoi. Alors toujours sur le pisé, les diapos que vous avez projetés ont dû entraîner des questionnements et donc on nous demande s'il ne faut pas faire d'enduit de façade sur du pisé ou du mâche-fer. Alors si l'enduit, alors ça dépend. On dit que pour le pisé, il faut avoir des bonnes bottes et un bon chapeau. C'est une expression qu'on trouve souvent quand on parle de pisé. En fait, les bonnes bottes, c'est d'avoir un soubassement qui évite d'avoir des remontées capillaires dans le pisé directement. Et le bon chapeau, c'est d'avoir un débord de toiture suffisant pour éviter que l'eau de pluie n'arrive directement sur le mur et dégrade le pisé. Donc notamment quand on va en Isère, dans certains coins, on a des débords de toiture qui sont tellement grands qu'il n'y a pas besoin d'enduit pour protéger le mur. Mais la plupart du temps, enfin, on a quand même un enduit de protection qui, à l'origine, était plutôt en chaux, enfin un mortier à base de chaux. La chaux ayant l'avantage de permettre l'évaporation d'humidité du mur. Elle est beaucoup moins étanche que le ciment. Donc oui, il n'y a pas de souci, il y a pas de contre-indication. On peut tout à fait faire un enduit de protection à base de chaux, notamment, Ok. euh, qui est étanche à l'eau liquide, mais perméable à la vapeur d'eau. Ok, merci François. Je retiens les bottes et le chapeau. On ne l'avait jamais faite encore. On la note, celle-là. Une petite dernière avant d'enchaîner sur la suite des diapos. Et puis après, on verra à la fin si on a du temps de prendre encore des questions. Parce que là, clairement, si on répond à toutes les questions, j'ai une fin annoncée vers 23h30 à peu près. Rapidement, à qui on doit s'adresser pour démarrer un bilan et une rénovation dans de l'ancien? Peut-être plutôt Emilio? Oui, et là, pour faire un bilan, il y a des spécialistes qui font des diagnostics pour des bâtiments anciens, plutôt pour avoir en compte tous les points de vigilance qui viennent d'évoquer François. Et- mais après, pour faire un bilan énergétique, il y a des professionnels qui ne sont pas forcément liés au bâtiment ancien, ou oui, aussi. Mais pour faire un bilan énergétique, il y a les professionnels, les auditeurs énergétiques pour faire un audit et savoir où on est aujourd'hui avec un logement au niveau énergétique et quels travaux il faut envisager. Et à ces points-là, faire toutes les réflexions au niveau de la nature de bâtiment pour prendre en compte quel type d'isolation choisir, quel type de travaux faire. Mais dans tous les cas, pour faire un audit énergétique, il y a pas mal de professionnels qui peuvent faire ça parce que l'évaluation de ce type de déperdition qui ont fait sont pas forcément liées de certaine manière, oui, à le type de bâtiment. Bien sûr, l'épaisseur des murs qu'on a parlé tout à l'heure, c'est différent un mur en pissé qu'un mur en parpaing de 20 cm. Mais dans tous les cas, il y a énormément de professionnels qui travaillent aujourd'hui sur les audits énergétiques et peuvent arriver à faire ça. Et dans les cas de besoin, il faut faire appel à un spécialiste pour le bâtiment ancien.
Voilà, n'hésitez Si je pas peux, à appeler nos conseillers. De toute façon, hmm. ça peut être déjà une première étape. Oui, François, Ouais. tu voulais Alors, rajouter? pour compléter, quand vous vous lancez dans une opération de rénovation globale, vous devez passer par un MAR, un Mon Accompagnateur Rénov'. Et parmi ces MAR, vous en avez certains qui sont plus ou moins spécialisés sur la rénovation du bâti ancien, qui sont plus ou moins connaisseurs. Si vous n'êtes pas dans cette démarche de vous faire financer vos travaux par ma prime rénov', vous pouvez tout à fait solliciter des architectes ou des bureaux d'études thermiques qui ont déjà une expérience dans ce domaine. Après, c'est important quand même de choisir l'interlocuteur que vous avez en face de vous pour travailler sur votre projet, parce que c'est un peu de lui quand même que va dépendre la réussite, ou pas l'échec, mais la moins bonne réussite de votre projet, quoi. Et de Et je même pré- manière, pardon, les choix des artisans aussi dans ce sens-là qui sont Les artisans déjà aussi, bien sûr. habitués pour le bâtiment ancien. Et il y a Margot qui nous précise qu'il y a un super bouquin sur le pisé que tu dois connaître, François, qui s'appelle Réhabiliter le pisé vers des pratiques adaptées. Mmh. De Donc voilà, cratères. voilà, de cratères, pas hésiter à y jeter un œil. Je vous propose d'enchaîner sur la suite du diaporama. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, en tout cas pour le moment, puisqu'il nous reste normalement un quart d'heure pour terminer. Donc je vous laisse continuer. Bon, là, c'est un sujet que François il a déjà parlé un peu de ça, mais bon, on était justement sur l'écomatériaux, matériaux biosourcés. François. Mmh. Non, bah, c'était juste pour vous dire qu'on peut tout à fait envisager une rénovation avec d'autres types de matériaux que ceux qu'on voit classiquement dans le secteur du bâtiment. Alors, c'est quoi un écomatériau? Il n'y a pas vraiment de définition claire pour l'instant. Encore que je crois qu'il y a un décret qui est passé, enfin, ou qui va passer dans pas longtemps sur la définition de ce qu'est un matériau biosourcé. En fait, écomatériaux, matériaux biosourcés, voilà, on a un peu les différentes appellations qui circulent. Grosso modo, c'est pour dire que quand on regarde la performance énergétique d'un bâtiment, vous avez à la fois toute l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner ce bâtiment, pour son chauffage, pour son rafraîchissement, pour sa ventilation, l'éclairage, l'électricité spécifique pour faire fonctionner les appareils. Et à côté de ça, vous avez aussi ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire toute l'énergie qui a été nécessaire à mobiliser pour produire les constituants de ce bâtiment. Donc toute l'énergie qu'il a fallu mettre en œuvre pour produire les matériaux d'isolation, les matériaux de structure, les équipements, enfin voilà, tout ce qui rentre dans la confection du bâti, en fait. Donc il y a comment dire, des indicateurs qui permettent de déterminer qu'un matériau ou une solution technique est plus écologique qu'une autre, en déterminant la quantité d'énergie qui est consommée, la quantité de gaz à effet de serre qui va être émise, les impacts sur les écosystèmes, les impacts sur les milieux aquatiques notamment. Enfin, voilà, il y a ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie qui permettent de déterminer ces impacts. Et au final, donc, les matériaux biosourcés d'isolation, bah, c'est des matériaux qui sont issus du vivant, avec deux types de matériaux biosourcés, on va dire. Des matériaux qui ont été très peu transformés, comme la paille, le chanvre, le bois. La paille, c'est un matériau, j'en ai pas parlé avant, mais qu'on pourrait tout à fait utiliser en isolation par l'extérieur sur du pisé. Euh, on a des solutions techniques qui se développent depuis quelques années maintenant, qui consistent à produire comme des tatamis en fait, de paille sur 20 cm d'épaisseur, qui peuvent venir se fixer sur un mur de façon assez classique avec des chevilles et des collerettes, et puis ensuite faire un enduit par-dessus, avec l'avantage que la paille est aussi très perméable à la vapeur d'eau, donc ça peut vous permettre d'être en cohérence avec le pisé notamment. Donc voilà, des matériaux très peu transformés. Puis à côté de ça, on a des matériaux industriels qui, eux, ont subi un processus de transformation pour être produits sous forme de panneaux, des panneaux rigides, des panneaux semi-rigides. Donc là, sur la photo, par exemple, c'est un exemple de panneau de liège expansé. Le liège expansé, c'est le liège qui n'a pas été valorisé sous forme de bouchon à partir de l'écorce du chêne liège. On chauffe ces déchets, entre guillemets, dans des fours, dans des étuves, et sous l'effet de la chaleur et de la pression, ça s'expanse comme du popcorn, et ça s'agglomère grâce à la résine du liège. Donc on peut le trouver sous forme de panneau, ça résiste très bien à la compression. Ça peut se trouver en vrac aussi pour remplir des volumes comme ceci. Ça peut s'utiliser comme constituant pour faire des mortiers isolants. Les enduits chaud chanvre, donc ça aussi c'est quelque chose qui se développe pas mal ces dernières années, avec des fabricants qui ont produit des mélanges, en fait, des couples granulats liants. Quand on parle de couple granulats liants, c'est-à-dire que
Si vous utilisez un liant qui n'est pas adapté, la prise du mortier va se faire de façon aléatoire et vous pouvez avoir l'enduit qui tient bien en surface mais qui farine à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il se retransforme en poudre quand vous grattez un petit peu l'enduit. Donc les fabricants ont beaucoup travaillé ces dernières années pour proposer des solutions qui puissent permettre une bonne prise du mortier. Là, on est plus sur ce qu'on appelle de la correction thermique de parois. C'est moins isolant qu'un matériau d'isolation classique, mais on a une excellente gestion de la vapeur d'eau par ce matériau. Et le confort que vous ressentez dans une pièce dépend notamment du taux de vapeur d'eau ambiant. C'est-à-dire que plus vous avez de vapeur d'eau dans votre pièce, et plus vous aurez besoin de chauffer l'air pour avoir une sensation de confort agréable. Là, l'avantage, c'est que la vapeur d'eau est captée par la paroi et que vous avez un confort à des températures plus basses. Donc ça peut être chaud chanvre, ça peut être de la terre paille chaud, enfin voilà, il y a différents mélanges. La fibre de bois, donc ça c'est un matériau assez classique aujourd'hui, en panneau semi-rigide, pour jouer dans la même catégorie que les laines de verre, laines de roche, en panneau semi-rigide mis en œuvre à l'intérieur. Vous avez des panneaux à base de fibres de chanvre, de lin et de coton de recyclage. Enfin, il y a toute une gamme de produits aujourd'hui qui sont normés, on va dire. Il y a des avis techniques. C'est de plus en plus courant sur les chantiers. Aujourd'hui, la part des matériaux biosourcés, on estime que c'est à peu près 10% du marché global. Alors qu'il y a 15 ans en arrière, on était plutôt aux alentours de 1 ou 2%. Donc, ça a beaucoup progressé ces dernières années. Il y a énormément de marques qui existaient avant sous forme indépendante, qui ont été rachetées par des gros groupes, notamment Saint-Gobain, qui proposent aujourd'hui une multitude, un panel de solutions techniques d'isolation qui va des matériaux conventionnels aux matériaux biosourcés. La ouate de cellulose qu'on retrouve aussi fréquemment sur les projets. Donc là, sur la photo, c'est une solution qui consiste à projeter la ouate de cellulose en vrac mélangée avec de l'eau, projetée sur une paroi en pierre. Et ensuite, on régularise avec un rabot pour venir créer une surface plane sur laquelle on vient disposer une membrane d'étanchéité, une membrane frein vapeur, c'est-à-dire étanche à l'air, mais perméable à la vapeur d'eau pour certaines. Parce que tout à l'heure, dans les questions, il y avait est-ce qu'une maison performante étanche n'est pas antinomique d'une maison qui respire? En fait, c'est deux choses un peu différentes. Quand on parle d'étanchéité à l'air, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait des courants d'air mal maîtrisés un peu partout dans la maison qui entraînerait un inconfort. Mais ça n'empêche pas d'avoir des matériaux qui permettent à l'humidité du mur de pouvoir s'évaporer, voire de capter l'humidité ambiante dans les parois. C'est pas antinomique. Voilà, donc là, quelques photos en termes d'étanchéité à l'air par rapport à la mise en œuvre de watts de cellulose en toiture, avec l'artisan qui insuffle la ouate dans les caissons qu'il a aménagés au préalable. Là aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un matériau d'isolation va être d'autant plus efficace que vous allez bien gérer l'étanchéité à l'air. Vous pouvez avoir des matériaux d'isolation qui sont mis comme ça, sans membrane particulière, mais vous allez perdre sensiblement en termes de résistance thermique. Voilà. Alors, c'était quelques exemples. Après, il y a tout un tas d'autres solutions techniques que je n'ai pas forcément abordées ici, mais on pourra en reparler au niveau des questions. Oui, justement, il y a les boîtes de cellulose en vrac projetées sur des câbles partout aussi, Voilà, aussi. Ouais. très performant aussi à ce niveau-là pour sa densité aussi. Et justement, ces points-là, ils viennent pile poil avec le confort d'été qu'on avait laissé plutôt pour la fin. On va pas avoir trop de temps de parler de confort d'été, mais je pense que François, il a déjà évoqué quelques principes au niveau de la densité des matériaux qu'on utilise pour chauffer. Et pour le confort d'été, le principal objectif, c'est justement d'arriver à avoir un bon déphasage des températures entre l'intérieur et l'extérieur. Quand on dit déphasage, c'est une relation entre la température et le temps. Du coup, la température extérieure qui rentre à notre logement. Et avec le déphasage, on arrive à éviter que cette chaleur ou le froid, dans ce cas-là, pour le confort d'été, le chaleur, il passe rapidement.
Ça veut dire si on a déjà le soleil qui commence à taper notre mur à 10 heures du matin, et c'est pas si sympa d'avoir déjà de la chaleur qui passe 1 heure après. Du coup, avec l'inertie déjà, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'avantage qu'il y a sur les bâtiments non pissés avec ces gros murs en terre. Il y a déjà de l'inertie. Mais si en plus on ajoute l'isolant, on arrive à avoir des passages importants, comme jusqu'à des 10 sortes de déphasage. Ça veut dire que la chaleur il va commencer à rentrer chez nous beaucoup plus tard, plutôt le soir. Et là, il y a un petit tableau un peu informatif pour vous montrer la différence de déphasage qu'on peut avoir à chaque matériau. Et on peut voir que par rapport à la conductivité thermique, il n'y a pas énormément de différence entre les matériaux en général qu'on voit aujourd'hui, soit biosourcés ou pas. Mais par rapport à la densité, oui. Et c'est là qu'on gagne justement pour gérer le confort d'été, notamment la fibre de bois, comme évoqué aussi François tout à l'heure. C'est un des les plus denses. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à avoir une maison performante dans toute l'année et pas seulement pendant l'hiver. Et, ok. Aussi, à part de notre isolation, il faut prendre en compte aussi les occultations et les différentes manières d'empêcher la chaleur qui arrive chez nous. Et du coup, il y a des volets qu'on voit qui s'installent pas mal aujourd'hui, mais aussi, pourquoi pas penser à les volets plus anciens qui sont encore possibles de réutiliser. Et des autres solutions comme le BSO, que c'est un des plus efficaces parce qu'on arrive à laisser de rentrer l'air pendant les besoins. Du coup, qu'on peut gérer la fermeture ou l'ouverture de notre occultation en dépendant de notre besoin à différents moments de la journée ou de l'année. Et penser aussi à la végétation pour aider à avoir une maison plus confortable en été, bien sûr. Et une solution qui vient à s'installer il y a quelques temps, c'est aussi d'ajouter à la réflexion les brasseurs d'air. Et du coup, avec ça, on arrive à avoir une, euh, une bonne distribution de l'air intérieur. On évite que la chaleur se concentre à l'intérieur et une ventilation nocturne à faire pour nous-mêmes ou pour un bon système de ventilation double flux, par exemple. Mais c'est bien aussi d'avoir le geste de faire ventiler notre maison en ouvrant notre fenêtre le soir. Et on parle, on passe à des numéros, à des chiffres, que c'est en partie un peu difficile de vous parler sans avoir un projet en face. Et justement pour arriver à faire des estimations de montant de travaux pour la rénovation énergétique globale et performante, on préfère toujours bien sûr d'échanger avec une personne, avec un particulier qui fait une demande. Moi, en tant que conseiller, c'est plutôt ça qu'on fait dans notre quotidien et qu'on peut y arriver à faire des estimations plutôt bien. Et sachant que pour faire une estimation plus précise, pour avoir des montants plus précis, il faut faire l'étude à chaque cas, il faut faire un audit énergétique, faire s'accompagner par un accompagnateur rénov dans le cas de rentrer sur le parcours de cette financier, par exemple. Et dans ces cas-là, avec un audit énergétique bien établi, avec un objectif particulier, ça veut dire où on veut arriver avec notre rénovation. Et on peut envisager des montants plus précis, mais bon, on gère un peu les chiffres pour une rénovation globale performante dans une maison de 100 mètres carrés pour 3 ou 4 personnes. On peut monter plutôt rapidement, mais justement pour ça, il y a des aides financiers qui viennent. Et c'est là que j'étais un peu en retard avec ces diapos-là, mais justement, il y a les parcours qu'on peut faire pour pouvoir faire cette démarche avec les bons ordres et avoir un bon résultat. Du coup, contacter un conseiller, soit à l'ALEC, soit à la LT69, si vous êtes dans le Rhône.
Et dans ce sens-là, on peut y arriver avec notre échange, on peut faire le rendez-vous pour pouvoir établir ce type de projet. En même temps, on peut vous aider. Et pour les choix d'une marque, comme vient d'évoquer François, c'est bien de trouver les bonnes marques pour notre projet. Ça dépend de notre besoin et notre bâtiment aussi. Et penser à la réalisation de travaux, soit de se faire accompagner par des marques aussi qui font les maîtrises d'ouvrage ou et penser à quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce sens-là aussi. Et, et après, sur la fin de travaux, penser à notre usage de logement aussi par rapport, parce qu'on va avoir, entre guillemets, un nouveau logement. Il va fonctionner totalement différent à comme il était avant. Et dans ce cas-là, il faut penser à comment on va l'utiliser maintenant. Ça veut dire baisser notre chauffage, ça veut dire changer un peu les habitudes dans le bon sens, parce qu'on va avoir moins de besoins dans ce sens-là pour être en confort chez nous. Alors justement, comme il y a beaucoup de questions sur justement où trouver des pros compétents, Ouais. tu peux parler de l'annuaire des professionnels du coup. Ouais. Et à part de notre fonction de conseiller, on travaille avec l'ALEC aussi ensemble sur notre annuaire de professionnel. Et ça, c'est un dispositif qu'on a sur notre site que vous pouvez y aller tranquillement aller chercher. Et on est en contact avec des professionnels de la rénovation énergétique en général. Du coup, il y a des auditeurs, il y a des architectes, il y a des ingénieurs thermiciens, et il y a des accompagnateurs Rénov, Agré, France Rénov. Et là, on est en contact avec eux, on fait un parcours pour être sûr qu'ils sont aussi bien dans la démarche de la rénovation performante. Et ça veut dire qu'ils nous présentent son travail, ses références tous les ans. Du coup, on est en contact à l'année pour être sûr qu'ils sont toujours sur la démarche. Et on fait des échanges ensemble. Du coup, c'est en rétroalimentation qu'on fait ensemble par rapport à la rénovation performante et globale et performante. Et du coup, il y a pas que des accompagnateurs rénaux ou architectes, il y a des artisans, il y a des immobiliers aussi. Et du coup, toutes les professions qui sont concernées sur la rénovation énergétique, et des autres plus qu'autres, mais en général, ils ont tous la possibilité d'être là. Et justement là, on peut vous mettre en contact avec eux ou vous-même, vous pouvez les chercher sur notre site et, et trouver les marques les plus pertinentes pour votre projet. Et pour parler un peu des aides, même si on n'arrive pas à avoir de montant de travaux en tête tout rapidement, et au moins au niveau des aides, c'est entre guillemets plus simple avec ces tableaux-là. Et on fait en relation déjà sur votre revenu fiscal de référence et en lien avec le projet de rénovation que vous avez comme objectif. Et ces tableaux-là, c'est justement seulement pour le parcours accompagné, que c'est la manière avec les aides financiers d'envisager une rénovation globale. Et le webinaire d'aujourd'hui, c'était justement pour la rénovation globale et performante. Et c'est ce parcours-là qui peut vous beaucoup aider pour faire ces rénovations performantes. De Et toute façon, on a plus d'une heure de webinaire, le dernier qui est disponible oui, sur nos chaînes YouTube, c'est spécialement pour sur ça. les nouvelles aides. Donc n'hésitez pas à le consulter. Sur le côté confort d'été, vu que d'une année à l'autre, c'est pas quelque chose qui change beaucoup, on vous renvoie sur le webinaire confort d'été de l'an dernier que vous retrouverez pareil sur nos chaînes YouTube, puisque cette année, on va pas en faire un spécifique. Et puis du coup, voilà, il va falloir qu'on boucle pour aujourd'hui. On va essayer de prendre une ou deux questions quand même. Alors, il y a beaucoup de questions. Je pense que ce qu'on va essayer de faire, normalement, quand on enregistre le webinaire, ça nous génère un fichier normalement avec les questions. Donc, si c'est bien le cas, quand on vous renverra le lien vers le replay, on essaiera de voir si on peut faire une réponse à ces questions-là. Quelqu'un nous demande, est-ce que Doremi est également un intervenant pertinent? Tout à fait. Tout à D'autant, fait. d'aut- Non, d'autant en fait, plus que... voilà, ils ont cette approche globale avec différents corps d'État qui s'associent pour proposer une intervention globale sur de la rénovation. Donc,
Oui, c'est D'ailleurs, vrai. Ouais. s'ils n'étaient pas pertinents, je pense qu'on leur aurait pas proposé une sous-location dans nos locaux, hein. Ouais. Voilà, non, non. C'est un bon Et, réseau. Après, vous avez, Quoi d'autre? et non plus en d'avoir termes pris d'annuaire, un... excusez-moi, non, excusez-moi. En termes d'annuaire, vous avez aussi la coopérative d'activité Cabestan, qui regroupe des professionnels du bâtiment de différents corps d'État, des professionnels de la conception aussi, des architectes, qui sont plutôt dans une démarche écologique aussi dans leur activité. Il y a plusieurs acteurs hein, comme ça. Si vous avez besoin de références, n'hésitez pas à me recontacter, je pourrais vous orienter. Ok. On nous demande si laisser une lame d'air de 1 cm est suffisant pour une isolation par l'extérieur. Est-ce qu'on laisse une lame d'air pour de l'isolation par l'extérieur? Bah, pas forcément, non. Non. L'isolation par l'extérieur. En fait, la lame d'air, on a tendance à penser que c'est isolant, mais l'air n'est isolant que s'il est immobile. Et donc, déjà, une lame d'air de 1 cm, il y a des mouvements de convection qui se font dans ce volume, qui entraînent des déperditions. Donc, c'est pas vraiment Ouais. isolant au sens strict du Même, terme. on peut créer un risque pour le bâtiment aussi. On peut, Voilà. si on ne gère pas très bien ces lames d'air, on peut avoir des problèmes de condensation qui peut devenir un souci. Mm. Est-ce Donc, que le l'isolation dé... par l'extérieur, c'est soit avec des matériaux rigides qu'on va venir fixer sur le mur existant, avec des chevilles et des collerettes, hein, notamment la fibre de bois, ou alors avec une ossature secondaire qui vient se monter sur le mur du côté extérieur, en bois notamment, dans laquelle on va insérer des panneaux semi-rigides entre les montants, et ensuite, sur les montants, venir fixer une épaisseur de matériaux rigides et de faire un enduit par-dessus ou un bardage. Autre Mais la question, lame d'air n'est pas indispensable. est-ce que le DPE va changer pour les logements inférieurs à 40 mètres carrés? Le DPI doit changer pour les logements inférieurs à 40 mètres carrés. J'ai pas une réponse précise pour ça, franchement. Eh Et bien, on vérifiera si on a ouais. de la source là-dessus et on essaiera de vous envoyer ça. Est-ce qu'on peut aider pour un diagnostic, pronostic global dans un bâti en pierre apparent et sous contrainte des bâtiments de France? Alors pour ce qui concerne Oikos, nous, on peut proposer des visites techniques, mais c'est plus une discussion ouverte avec les propriétaires sur des problématiques qui pourraient concerner leur bâti. Après, on ne fait pas d'études, ni de diagnostic, ni de préconisation. Il faudra contacter un professionnel, architecte, maître d'œuvre, artisan éventuellement, qui serait en capacité de proposer cette prestation. Et du coup, une petite, allez, on va prendre une dernière. Est-ce que l'emploi de matériaux biosourcés permet d'avoir une aide supplémentaire? Quel est le surcoût lorsqu'on utilise des matériaux biosourcés et quelle est la stabilité des matériaux biosourcés, notamment par rapport aux problématiques d'incendie ou de rongeurs? Pour le site financier, pas forcément sur ma prime rénov', il n'y a pas de différence par rapport à l'utilisation de matériaux, mais il faut penser que pour arriver à des bâtiments basse consommation avec une bonne performance d'été aussi, et déjà les biosourcés c'est un peu mieux dans ce cas-là. Mais après, il y a des collectivités et du coup, il peut y avoir des aides locales. Voilà, c'est le cas de Et la métropole de Lyon qui verse un bonus aux matériaux biosourcés, de, par exemple. de la métropole de Lyon, de l'Ouest rhodanienne, il y a aussi Villefranche-sur-Saône, et du coup, toute l'agglomération de Villefranche-sur-Saône aussi, qui a des supplémentaires. Il y a plusieurs collectivités dans le Rhône qui sont allées, le dispositif d'aide financière Ecopass, qui donne un peu plus d'aide. Et même sur le cas de l'Ouest rhodanien, il n'y a que des aides financières pour les travaux de rénovation avec des matériaux biosourcés. Voilà, donc Et, effectivement, c'est souvent des matériaux qui sont un peu plus chers parce qu'ils ne sont pas produits à la même quantité ouais. que du polystyrène ou des laines minérales. Mais voilà, après, bon, le surcoût peut varier fortement selon les matériaux. Mais bon, il y en a aussi, comme on l'a bien dit, sur la laine de bois qui sont nettement plus performants que les autres. Sur la stabilité des matériaux biosourcés, est-ce que des rongeurs vont manger plus des matériaux biosourcés que du polystyrène? Non, bah, il n'y a Non. pas forcément de différence. En fait, les rongeurs vont être attirés un peu par n'importe quel matériau. Bon, des fois, en enlevant des contre-cloisons, on se rend compte qu'il y a des galeries qui ont été creusées dans du polystyrène aussi. Hmm. Donc, Ouais. effectivement, avec les matériaux biosourcés, on n'est pas à l'abri, mais au même titre que n'importe quel autre matériau. Donc, si on a des risques importants de rongeurs, notamment, on peut envisager peut-être des solutions de grilles anti-rongeurs à certains endroits pour éviter qu'ils viennent coloniser. Mais en général, il n'y a pas de souci particulier.
Je confirme en tout cas pour les matériaux classiques, ils attaquent aussi. Je Ouais. les entends toutes les nuits en ce moment. Il va falloir que je trouve une solution. Donc, je vous propose qu'on passe aux dernières diapos. Et de toute façon, voilà, pour compléter, on vous encourage vivement à prendre rendez-vous avec un conseiller énergie-climat. Donc, vous avez le numéro de téléphone unique pour le Rhône. Et il faut taper un ou taper 2 selon que vous soyez de la métropole ou du reste du Rhône. Comme je sais qu'il y a des gens qui nous suivent d'en dehors du Rhône et même de la Loire, n'hésitez pas de toute façon, vous tapez France Rénov, ça va vous demander le nom de votre commune, vous rentrez le nom de votre commune, ça va vous trouver l'espace France Rénov le plus proche de chez vous. Et voilà, on a vraiment des collègues qui sont là pour vous aider. Ça peut aller d'un conseil par téléphone à un rendez-vous dans nos locaux. Si vous pouvez venir avec des photos de chez vous, des factures d'énergie des dernières années, des plans de chez vous, ça nous permettra d'aller plus loin et de faire un conseil sur mesure et de sortir des grandes généralités. Et puis éventuellement, voilà, sur le volet plutôt biosourcé, bioclimatique, santé dans l'habitat, Oikos peut aussi être une structure référence qui fait foi en tout cas sur la région. Donc, Dans tous les cas, la LT69 aussi pour information pour le Rhône, il se déplace une fois par mois, on fait des permanences dans le territoire. Et du coup, à chaque communauté de communes, il y a un endroit destiné à faire une permanence, ça veut dire au moins 5 6 rendez-vous dans la journée. Pour les gens qui a des, peut-être, ils peuvent pas faire un rendez-vous par visio, qui ne peuvent pas venir chez nous à Broto, à Lyon 6e. Et du coup, il y a ces possibilités-là aussi. bien, merci beaucoup. Juste peut-être une dernière diapo sur nos prochains Ouais. événements. Alors, on a plein d'événements. Il vous suffira d'aller dans nos agendas respectifs sur nos sites internet pour les voir. On en a sélectionné deux. Le samedi 5 avril, donc un stand d'information et un atelier sur la rénovation globale au Salon Expo 360 degrés Habitat à Chaponneau, donc animé par l'ALTE 69. Quant à l'ALEC, elle sera présente le samedi 24 mai au Festival de la Transition à Neuville-sur-Saône, deuxième édition de ce festival qui a déjà eu lieu il y a 2 ans, organisé par la coopérative de la transition Val-de-Saône-Mont-d'Or. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur ces événements. Il faut savoir aussi qu'on organise régulièrement des visites de rénovation exemplaires. Ça peut être en maison, ça peut être en copropriété. Et c'est très parlant de pouvoir justement échanger avec des gens qui sont déjà passés par là, on essaye d'avoir aussi, si possible, des architectes quand il y en a eu, si possible, les bureaux Mm, d'études, des entreprises qui ont participé au chantier. C'est vraiment des temps qui sont très formateurs. En tout cas, je vous remercie tous les deux, Emilio et François, d'avoir brillamment permis de faire ce webinaire. On a dépassé un petit peu le temps habituel. N'hésitez pas vraiment, si vous êtes resté sur votre fin au niveau des questions, à nous recontacter. On vous enverra le lien de toute façon vers les replays. On va essayer si on a bien le fichier avec toutes les questions que vous avez posées, on va essayer de vous y apporter un premier niveau de réponse. Merci en tout cas à tout le monde. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt mm. pour de prochains événements. Merci à tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.